Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel. Nous sommes en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, bienvenue chez nous et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être devant vous aujourd'hui avec une émission importante. C'est laquelle? Le 15 mars, c'est la rentrée parlementaire. Une rentrée parlementaire de tous les enjeux. Pourquoi? Puisque la CENI, d'abord, attend une loi électorale bien réformée. Et en plus d'un Congolais pense également qu'il faut aussi la loi Tchani. On l'appelle loi Tchani, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore une loi, mais c'est une proposition de loi. Bien sûr, parrainée par Ntingi Pouloulou l'honorable, bien déterminée aussi ensemble avec Noël Tchani. Chers compatriotes, cette loi passera ou non? Sera-t-elle retenue à l'ordre du jour ou pas? Oui, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Vous savez quoi? Cette loi, cette proposition n'a pas uniquement les points liés au verrouillage de certains postes de souveraineté en République démocratique du Congo, mais du moins, elle parle également de la nationalité, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, elle a plus de chances peut-être aussi à ces côtés-là, et c'est une loi qui apporte une nouveauté en quelque sorte. Je suis aujourd'hui ensemble avec l'auteur, l'initiateur, le penseur, l'homme qu'on appelle aujourd'hui, comment on l'appelait encore? Héros vivant. Oui, puisqu'il est venu sauver la RDC, éclairer l'opinion congolaise, tant nationale qu'internationale. Acceptez qu'on démarre l'émission avec le docteur Noël Tchani Mwadjanvita. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrez votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Président Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Tout va bien, j'espère. Je me porte comme un charme. Très bien habillé, là, président, comme d'habitude. Mais j'ai appris cela de vous. Comment ça? Chaque fois que je suis avec vous, je vous ai toujours trouvé un jeune premier, bien habillé, au même titre que Christian Boussembe et Merci. Israël Mutombo, tous ces jeunes premiers-là qui s'habillent très bien. Donc je copie votre exemple. Merci, président. Le 15 mars, c'est la rentrée parlementaire. Ça vous dit quoi, déjà? Oui, le 15 mars 2022, c'est la rentrée parlementaire où l'Assemblée nationale et le Sénat vont reprendre leurs activités parlementaires. Je considère que cette session, elle est assez unique, elle est particulière. C'est une session que j'appellerais donc de tous les enjeux. Étant donné qu'il y a des questions importantes qui touchent à la souveraineté de notre pays, à la survie même de la République démocratique du Congo en tant que pays, qui vont être mises sur la table, alignées pour débat par les députés nationaux et les sénateurs. Particulièrement, comme vous le savez, la proposition de loi que nous avions faite en collaboration avec Honorable Nsingi Pouloulou Servo Pichou lors de la session de septembre 2021
cette proposition de loi en septembre 2021 n'a pas été alignée. Mais au moins, elle a été envoyée au bureau d'études de l'Assemblée nationale qui l'a étudiée dans tous les aspects pour déterminer la constitutionnalité, la recevabilité de la loi ou de la proposition de loi. Et étant donné qu'il y avait beaucoup de priorités en 2021, notamment des questions de la mise en place du bureau de la CENI, Bien sûr. des questions de l'adoption du rapport de reddition des comptes du budget de l'année 2020, des questions d'adoption du budget rectificatif de l'année 2021, mais également des questions d'adoption du budget ou de la loi des finances de l'exercice 2022. Toutes ces questions-là étaient des questions prioritaires qui avaient occupé tout l'agenda de l'Assemblée nationale lors de la session de septembre 2021. Ce qui avait fait que des propositions de loi comme celles que nous avons alignées n'ont pas trouvé de place sur l'agenda. Vous avez compris cela. Cette fois-ci, étant donné que ces matières prioritaires sont maintenant derrière nous, nous attendons à ce que la session de mars 2022 puisse aligner la proposition de loi que nous avons initiée afin que les députés nationaux, les représentants du peuple, puissent avoir l'occasion d'en débattre et de se prononcer donc là-dessus. Très bien, très bien. Est-ce que ça fait un peu longtemps que les gens, certains n'étaient pas intéressés à ces débats, mais petit à petit, ils ont commencé à s'intéresser aussi. Est-ce qu'on peut donner encore l'essentiel de cette loi pour que les gens qui nous suivent comprennent encore? Oui, la loi que nous avons initiée, elle a deux volets. Elle cherche à protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, mais aussi remettre les peuples congolais, tous les Congolais, dans leurs droits. Protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale comment? En verrouillant l'accès aux fonctions de souveraineté, en les réservant exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Ces fonctions de souveraineté ne sont pas très nombreuses. Il s'agit donc du président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, du président de la Commission électorale nationale indépendante, du gouverneur de la Banque centrale du Congo, du haut commandement militaire, du haut commandement national de la police, du haut commandement général de la police nationale, des hauts magistrats de la République, des ministres régaliens, c'est-à-dire finances, intérieures, affaires étrangères, justice et défense, le Premier ministre lui-même, les gouverneurs des provinces, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, et quoi d'autre? Je pense que c'est le directeur général des migrations et l'administrateur général de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements. Ces postes-là, nous considérons que ce sont des postes de souveraineté. Il faut les mettre dans les mains des Congolais dont on est sûr de la loyauté totale à l'égard de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas de loyauté partagée entre la RDC et un autre pays qui pourrait être le pays de son père ou de sa mère. Ça, c'est le premier volet de la loi. Maintenant, il y a un deuxième volet qui consiste à changer le principe de l'exclusivité qui est contenu dans la Constitution dans sa forme actuelle pour adopter le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire quand on est Congolais, on reste Congolais jusqu'à la mort. On ne peut pas perdre la nationalité congolaise parce qu'on est allé dans un pays étranger pour des raisons de convenance personnelle ou pour avoir des papiers pour vivre dans un pays afin de nourrir sa famille. On a été obligé de pouvoir adopter les papiers étrangers qu'on a appelés nationalité étrangère et par conséquent, du fait d'avoir pris ces papiers étrangers, la Constitution actuelle force les Congolais à automatiquement renoncer à la nationalité congolaise, même s'ils ne veulent pas. Nous voulons que ce principe soit changé pour que, quand on est Congolais, on reste Congolais jusqu'à la mort. Si on va à l'étranger, on a pris un papier étranger pour travailler dans ce pays-là, c'est votre affaire, ça vous regarde. Quand vous revenez au Congo, vous présentez votre passeport congolais à l'aéroport international d'Indili ou à n'importe quel point d'entrée, vous êtes automatiquement admis en tant que Congolais avec tous les droits et privilèges sur le sol de vos ancêtres. En faisant ce principe-là de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise,
on va redonner la nationalité à près de 10 millions de Congolais qui ont perdu leur nationalité congolaise à cause de cette stupidité. À travers ce mécanisme-là, on va donner la nationalité à 10 millions de Congolais. Vous vous rendez compte, quel est ce pays-là qui peut accepter de perdre 10 millions de ses vaillants enfants, fils et filles, simplement parce qu'ils sont allés dans un pays étranger, ils ont voulu se mettre en règle avec ces pays-là en adoptant donc des papiers leur permettant de travailler. Par conséquent, je crois que cette loi sera très bénéfique à la République démocratique du Congo. Très bien. En reprenant ces fils-là, filles qu'on avait perdues, qui constituent d'ailleurs une main-d'œuvre très qualifiée, une source d'investissement pour le pays et qui peuvent participer activement au développement économique et social donc, de notre pays. Donc voilà, grosso modo, très bien. Les deux volets donc, de la loi. Merci, c'est très important. Vous partez de quel contexte? Vous évitez quel genre de réalité, quel genre de fait? Vous évitez également quoi et vous voulez épargner la RDC à quoi? Je voudrais purement et simplement épargner la RDC de la trahison au sommet de l'État. La trahison au sommet de l'État, de l'infiltration, c'est le mot que je devais utiliser, l'infiltration au sommet de l'État. Je voudrais donner un exemple que tout le monde peut comprendre aujourd'hui. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Imaginez une fois si le président de l'Ukraine était d'un père russe et d'une mère ukrainienne. Est-ce que ce monsieur allait défendre l'Ukraine comme l'actuel président est en train de faire, 100% avec loyauté totale à l'égard de l'Ukraine? Non, je pense qu'un tel président aurait pris simplement l'Ukraine et la mettre sous la dépendance donc, de la Russie de son père. Nous voulons éviter des situations de conflit d'intérêts de ce genre-là. Si aujourd'hui nous avions en République démocratique du Congo un chef d'État qui est 50% congolais, 50% rwandais, ou 50% congolais, 50% ougandais, on aboutirait exactement à la situation que je viens de décrire entre la Russie et l'Ukraine. Pour éviter ce genre d'infiltration au sommet de l'État, nous disons tous les Congolais restent Congolais, qu'ils soient 100% Congolais, 50% Congolais, ou qu'ils soient des pères ou des mères, ou des pères et des mères, ou qu'ils soient simplement naturalisés étrangers, devenus donc Congolais. Ils sont tous Congolais, ils ont tous les droits et privilèges, sauf pour les postes de souveraineté que nous allons réserver exclusivement aux gens dont nous sommes sûrs de la loyauté totale à l'égard du pays. C'est bien pour le bien de tout le monde, y inclus de ceux qui ne sont pas éligibles pour la présidence ou ces fonctions de souveraineté, parce qu'on a besoin d'avoir un pays qui a des règles très claires d'accession aux fonctions suprêmes de l'État pour que nous puissions avoir la paix, la stabilité et qu'il n'y ait pas donc de trahison à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne donc l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, comme j'ai dit, je voudrais accélérer le processus de développement du pays en reprenant cette main-d'œuvre qualifiée qui est congolaise, qui se trouve oisive donc à l'étranger et qui voudrait revenir pour participer donc aux efforts de développement de notre pays. Une loi qui va amener le législateur à toucher à la Constitution. Pourquoi? Puisque l'irrévocabilité de la nationalité congolaise est déjà contraire à la Constitution de notre pays qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Ce sont des petites modifications qui ne vont même pas prendre 3 minutes pour être effectuées. Il s'agit donc de modifier simplement l'article 10 de la Constitution qui dit que est congolais celui qui est né de père et de mère, de père ou de mère, congolais naturalisés ou congolais ramassés dans la rue. Ce que nous voulons dire, ce que nous allons faire dans cet article-là numéro 10, c'est de dire qu'au lieu de garder le principe de dire que la nationalité congolaise est une exclusive, nous allons modifier cela en disant simplement on barre une exclusive, remplacer cela par la nationalité congolaise est irrévocable. Ça ne prend même pas 1 minute pour effectuer ce changement-là. Maintenant, on regarde l'article 72 de la Constitution qui donne les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Est éligible pour être président de la République un Congolais d'origine. Et nous allons juste ajouter... Qui veut dire... Qui n'a qu'un père ou une mère congolaise. Un père ou une mère, un père et une mère. Donc et c'est ça la définition donc, des Congolais d'origine. Alors, nous voulons modifier cela. Oui. En revenant à ce qui avait existé déjà dans ce pays pendant la période de Zaïre, sous le maréchal Mobutu. On va dire est éligible pour la présidence de la République un Congolais d'origine, virgule,
nés de pères et de mères congolais Au d'origine. Sun City, vous ne voyez pas que les gens qui étaient là, en prenant Congolais d'origine, en enlevant Congolais de père et de mère, ils ont joué sur la sagesse du fait que notre pays aujourd'hui a plusieurs ethnies, notre pays a connu plusieurs réalités du genre les Banyamulenge, les Tutsis qui sont dans notre pays. Vous ne voyez pas que nous allons maintenant marginaliser une partie du peuple congolais. Je vais vous dire que les Congolais d'origine, les Congolais de père et de mère qui nous avaient représentés en Afrique du Sud, on les a purement et simplement endormis. Quand on a enlevé le mot né de père et de mère et on a conservé le mot congolais d'origine, ils n'ont pas réalisé que ça changeait de signification. Ils ont pensé que c'était la même signification d'avant, sous Zaïre, qui disait congolais d'origine né de père et de mère. Nous voulons corriger cela. Il y a eu des malins qui ont voulu en quelque sorte ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que notre pays est très convoité par des gens à l'extérieur du pays, des firmes multinationales, des pays étrangers, des gens qui sont des mafieux et qui ont voulu qu'on crée cette possibilité-là pour que eux, ces mafieux-là, placent à la tête de la RDC un individu qui ne serait pas 100% loyal à la RDC. Nous voulons, nous les enfants de notre pays, être jaloux de notre souveraineté nationale. Vous savez pourquoi Patrice Emery Lumumba est mort? Pour la souveraineté nationale. Les autres martyrs de l'indépendance, ils sont morts dans les mêmes conditions. Nous voulons redonner à notre pays l'occasion d'être dirigé toujours par un fils authentique de notre pays. Et nous sommes la majorité, 99,9% de la population congolaise sont des Congolais nés de père et de mère, des Congolais d'origine nés de père et de mère. Alors, je pense que la démocratie, c'est un jeu aussi des chiffres. La majorité, c'est ça que je suis en train de défendre. Abordons dans le même sens de la loyauté, président Noël Tchani. On a vu des colonels ici mourir pour le pays, mais qui n'étaient pas des Congolais de père et de mère. Entre autres, Mamadou Ndala, qui n'était pas Congolais de père et de mère, mais qui s'est battu, qui a défendu ce pays au fond. Ça, c'est de un. De deux, pensez-vous réellement que ce pays n'a pas été détruit par les Congolais de père et de mère? Je réponds d'abord à la première portion. D'abord, je voudrais que vous sachiez que Mamadou Ndala, c'est mon héros. Merci. Pour moi, il est mort pour la RDC. Il a versé son sang pour nous et nous devons lui être reconnaissants. Qui n'était pas Congolais de père et de mère. J'arrive. La loi que je propose reconnaît les gens comme les Mamadou Ndala en disant ils sont tous Congolais. Quand on est Congolais, on a le devoir de défendre la République. Il a défendu la République, mais dans un domaine bien spécifique jusqu'à un certain niveau. Tout ce que nous disons, c'est que Mamadou Ndala, qui était l'un de nôtres, il a fait ce qu'il fallait, il a versé son sang pour notre pays dans un domaine qui lui était ouvert. On ne ferme pas ce domaine-là. Nous disons simplement maintenant que pour quelques fonctions de souveraineté, pour que les gens comme les Mamadou Ndala continuent à s'épanouir dans notre pays comme il se doit, comme des citoyens à part entière, il faudrait qu'on ait maintenant des règles claires de qui peut devenir président de la République ou occuper ces fonctions de souveraineté. Mais cela n'enlève en rien le mérite que Mamadou Ndala a eu, tout comme d'autres généraux qui ont été donc dans les mêmes conditions. Je voudrais vous donner l'exemple des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, quand il y a des guerres, on envoie des gens au front. Ces gens qui vont au front, il y a même des Africains, des Noirs, des gens de tous les pays du monde. Ils vont défendre les drapeaux américains parce qu'ils sont américains. Très bien. Mais les mêmes États-Unis d'Amérique ont mis des règles claires. Qui peut devenir président de la République aux États-Unis? Les mêmes généraux qui vont à la guerre, là, ne sont pas, certains d'entre eux ne sont pas éligibles pour devenir président des États-Unis d'Amérique. Pour être président des États-Unis d'Amérique ou vice-président, il faut être américain, né sur le sol américain. Si vous êtes un général au Kona, vous êtes venu de l'étranger et vous êtes entré dans l'armée américaine et vous êtes un général distingué, on vous donne tous les galons, mais vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis d'Amérique pour des raisons de loyauté. Et il faudrait que les gens comprennent que c'est la même disposition-là que j'essaie d'appliquer aussi à mon pays pour protéger davantage la souveraineté nationale. Les Tutsis et les Banyamulenge qui sont en RDC depuis très longtemps, elles ne penseront jamais à la magistrature suprême. Je ne vais pas personnaliser les débats. Je vais connaître des règles. C'est une catégorie des gens. J'arrive. Non, je ne vais aussi pas. Par votre proposition. Nous avons 450 tribus en RDC. Je ne vais pas faire une loi pour une petite tribu ou bien pour une autre. Je ne vais pas faire ça. La loi s'appliquera à toutes les tribus quand vous remplissez les critères d'être Congolais de père et de mère.
Il y a une question restée à laquelle vous n'avez pas répondu. En ce moment-là, vous êtes éligible pour la présidence des fonctions de souveraineté. Mais si on commence à dire dans telle tribu, il y a autant de gens qui sont venus de tel coin, ainsi de suite, je pense que la loi doit être impersonnelle. Celle que je propose, elle ne vise aucune tribu, elle ne vise aucun individu, elle veut rester neutre, créer les conditions pour qu'il y ait des règles très claires qui s'appliquent à tout le monde. C'est ce que je disais tantôt dans ma question à laquelle vous n'avez pas répondu. Ne pensez-vous pas que privilégier aussi la compétence serait aussi mieux que privilégier d'être Congolais de père et de mère, puisque certains Congolais ont détruit ces pays? Ce n'est pas contradictoire. Ok. Ce que je propose tient compte aussi des compétences. Ce n'est pas parce que vous êtes Congolais de père et de mère que vous devez devenir président de la République. On va chercher maintenant, parmi les Congolais nés de père et de mère, qui sont les plus compétents, les plus qualifiés pour diriger la RDC ou bien occuper tel ou tel poste. Donc, ce n'est pas contradictoire. Moi, je mets l'accent sur la méritocratie dans tout ce que je fais. Ouais. Mais en ce qui concerne donc cette loi que nous proposons, premier critère d'élimination, je veux dire, c'est êtes-vous Congolais de père et de mère. Maintenant, si vous êtes Congolais de père et de mère, éligible maintenant pour tout, on regarde maintenant quelles sont les compétences ou les qualifications professionnelles que vous avez. Et on va sélectionner maintenant les meilleurs parmi les Congolais de père et de mère pour occuper donc ces postes-là. Donc ça, c'est important. Parce que si on n'a pas ces règles, on va juste ouvrir la boîte de Pandore. On aura un pays qui peut avoir n'importe qui débarque là, au sommet de l'État. Et une fois qu'il arrive là-bas, il va balkaniser la RDC. Il va mettre en péril la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, et il va se mettre en partie au service de la RDC, en partie au service donc, des pays étrangers, d'où l'un de ses parents serait donc venu. Très bien. Monsieur, vous avez compris que nous sommes avec le professeur Dr Noël Tchani. Il est là. Je l'appelle professeur puisqu'il enseigne aussi à l'université. Vous donnez déjà quel cours là? Et je donne plusieurs cours maintenant dans plusieurs universités. Donc, au lieu de m'appeler professeur d'université, il est mieux de dire professeur des universités. Merci. Parce que j'enseigne dans plusieurs universités. J'enseigne les cours de monnaie, banque et finance. J'enseigne le cours d'économie monétaire. J'enseigne le cours d'économie du développement et j'enseigne le cours de modèle macroéconomique. Ah, très bien. Donc, c'est plusieurs cours. Vous voyez vraiment qu'il contribue énormément à la lutte, bien sûr, de demain de ces grands pays. Prenons un autre point. C'est une réaction des gens. Quand j'ai annoncé que j'aurais une émission avec le professeur Noël Tchani, beaucoup m'ont dit « Stéphane, tu ne vas pas que la proposition de Noël Tchani, une fois adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une déclaration de guerre. » Déclaration de guerre entre qui et qui? Ce pays-là? Entre des gens qui se sentiront lésés. Ça, il ne faut pas. Et vous, bien sûr. sûr. Vous savez, toute loi dans chaque pays est faite pour élaborer les critères. Quand on élabore des critères, il y a une portion de la population qui sera éligible et une portion de la population qui ne sera pas éligible. Ce qui est important, c'est que la loi soit générale et s'applique, bénéficie au plus grand nombre. Et dans ce cas, ici, la loi va bénéficier à tous les Congolais sans exception. Pourquoi? Parce que, contrairement, par exemple, au cas de la Côte d'Ivoire, où les habitants du nord de la Côte d'Ivoire, on leur avait dit, vous n'êtes plus des Ivoiriens, vous êtes des Burkinabés. Notre loi n'enlève la nationalité congolaise à personne, donc tout le monde est bénéficiaire déjà. On accepte tout le monde comme étant congolais. Maintenant, parmi les Congolais, on dit, vous pouvez faire ça et vous pouvez faire ça en fonction de vos origines. Je vous donne l'exemple. Vous croyez que moi, si j'allais en Belgique, j'avais une femme belge et on a un enfant métissé congolais-belge. Mon enfant, moi, peut prétendre devenir le roi des Belges? Il ne pourra jamais. Si j'allais en France, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut vous dire donc la liberté, la démocratie et consort, mais mon fils en France ne peut jamais devenir président de la France, même espérer même le devenir. Si on ne peut pas le faire ailleurs, pourquoi voulez-vous que dans notre pays, qu'on ait simplement un pays à ciel ouvert où n'importe qui peut venir de n'importe quel coin de la République et devenir président? Et il y a même des gens qui, vous regardez leur père, ils ne sont pas congolais. Leur mère, elle n'est pas congolaise. Leur femme, elle n'est pas congolaise. Et à la fin de la journée, ils veulent diriger la République démocratique du Congo. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas donc cette terre-là que n'importe qui peut venir prendre, donc acheter comme il voudrait. Et après, une fois qu'il a acheté ça, on va se moquer de nous. On va nous coloniser, on va devenir donc des colonies dans notre propre pays. Ça,
il ne faut pas accepter. Noël Tchani, avez-vous les moyens nécessaires pour faire adopter votre loi? Pourquoi? Puisque certainement, la loi a été déjà acceptée, pilotée par un élu national, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, ne peut proposer la loi, on peut juste citer le gouvernement, le membre du gouvernement, bon, le gouvernement bien sûr, là on parle du projet de loi, le parlementaire, on parle d'une proposition de loi. Au niveau de l'Assemblée nationale, ne peut voter la loi que le député national ou le sénateur. Vous n'avez pas une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ni moins au Sénat. Pensez-vous qu'en ayant Ntsingi Pouloulou, votre loi, votre proposition de loi sera adoptée je pense votée? Je pense sincèrement que la loi va être votée. J'invite les gens à des débats démocratiques de façon paisible et surtout de façon civilisée, en laissant chacun s'exprimer comme il peut. Mais Singhi Pouloulou, il est très bien rodé pour défendre cette proposition de loi. C'est un député exceptionnel, jeune, dynamique, intelligent, patriote. Et je sais que jusqu'à présent, en faisant le tour de l'Assemblée nationale, on a beaucoup de gens, je dirais même, cette loi va être votée à près de 80%. Comment ça? Au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux que vous faites n'avez les pas. sondages, s'il vous plaît, quand vous faites les sondages dehors, là, les Dehors? sondages, dehors ici dans la rue, dans la ville de Mais Kinshasa. ce n'est pas le peuple qui va voter. J'arrive. Le peuple appelle ses députés. Et les députés votent en fonction aussi de la volonté populaire. Cette loi a été adoptée par la population à plus de 90%. Donc, les députés iraient à contre-courant s'ils votaient dans un sens qui est contraire à la volonté populaire. Donc, moi, je suis convaincu qu'après débat, après discussion de façon transparente, les députés nationaux vont assumer leurs responsabilités. Parmi eux, là, il y en a plusieurs qui sont très nationalistes, au même titre que nous, et qui veulent que cette loi se mette en place parce que le Congo ne peut pas être ouvert à n'importe qui. Est-ce qu'elle a été déjà alignée? Avez-vous des cours pour ça? Bon, je ne connais pas ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à eux de pouvoir. L'alignement d'abord aussi. C'est à eux de pouvoir gérer cela. Je fais confiance pleinement au bureau dirigé par le président Christophe Mbosso et qui avait dit la fois dernière que l'agenda restait ouvert. S'il était ouvert la fois dernière et que la loi s'est trouvée au niveau du bureau d'études, maintenant qu'elle est sortie du bureau d'études, il n'y a pas d'autres alternatives que de la mettre sur la table pour que les députés nationaux puissent non seulement en débattre, mais voter pour ou contre. Mais ils vont discuter et ils vont voter très bien. sur cette proposition. Votre loi touche également la loi électorale. Votre proposition touche également la loi électorale de notre pays. Puisque dans la loi électorale, est candidat président de la République congolais d'origine. Candidat député national congolais tout simplement. Alors, la loi électorale qui sera également débattue pendant la même session, comment vous la trouvez aussi? Elle peut prendre quel aspect, quelle connotation? Moi, je pense que je ne dois pas m'éparpiller partout. Oui. J'ai proposé 2 modifications importantes qui vont toucher à 2 articles très clairs et très précis de la Constitution. Si on modifie ces articles-là, les mêmes phrases qui seront adoptées seront transplantées dans la loi électorale. Oui. Les critères d'éligibilité seront donc transplantés dans la loi électorale. Je voudrais juste que la loi électorale puisse aller au-delà de ces 2 critères que nous voulons mettre dans la Constitution. Notamment, par exemple, moi je continue à penser qu'il faut une exigence de 2e tour au niveau des élections présidentielles. On ne peut pas avoir une démocratie, avoir des candidats qui viennent et qui vont faire campagne en donnant des t-shirts et du poisson aux gens, mais qui ne s'affrontent jamais sur un podium sur le plan des idées. Nous voulons que tous les candidats à tous les niveaux puissent avoir l'occasion. 2e tour avec débat contradictoire? Avec débat contradictoire et qu'au premier tour, qu'il y ait des éliminatoires et que les 2e tours puissent avoir donc les meilleurs qui vont rester. Comme ça, il y a coalition entre les candidats. On va dégager des majorités parlementaires très claires. Donc, ces modifications, il faut les introduire dans la loi électorale. Je voudrais, par exemple, qu'on supprime ces histoires de seuil. Je ne comprends pas, moi, ce que ça veut dire, ces histoires de seuil-là. Ça a été un système savamment inventé par nos amis kabylistes pour créer la confusion, pour pouvoir remplir donc le Parlement avec des gens qui n'étaient pas des véritables représentants du peuple. Je voudrais, par exemple, qu'on puisse introduire l'exigence du niveau minimum d'études
à tous les niveaux, au niveau de la présidence, au niveau des députés nationaux, au niveau des sénateurs. Il faut qu'il y ait un certain niveau d'études pour permettre que quelqu'un qui peut réfléchir, concevoir un projet de loi puisse être élu. Je donne l'exemple, aujourd'hui, nous avons des députés nationaux qui peuvent faire 3-4 mandats au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, mais qui n'ont jamais sorti une seule proposition de loi parce que leur niveau d'études ne leur permet pas de pouvoir faire donc ce genre de choses-là. À quoi ça sert d'être député dans ces conditions-là? Donc, il y a toute une série de modifications que je pense pourraient être utiles à introduire dans la loi électorale. On peut limiter aussi le nombre de mandats d'un député national? Bon, ce sont des choses qui peuvent être faisables. Je voudrais laisser cela donc à l'appréciation des députés nationaux. Mais je crois qu'un représentant du peuple peut être élu éternellement. Donc je ne vois pas donc de problème donc, à cela. Tant qu'il fait son travail correctement et qu'il représente véritablement le peuple qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale, il peut rester là-bas au Parlement autant de temps que le peuple voudra. Très bien. Est-ce que vous acceptez qu'on aborde aussi quelques questions d'actualité? Allez-y. Quelques questions d'actualité, voilà, c'est très très important. On commence déjà avec le projet des 145 territoires. On nous dit, la phase d'exécution commence ce lundi. On nous dit, on commence d'abord avec la construction de bâtiments administratifs, les hôpitaux et les écoles. Vos impressions? Je n'ai pas d'appréciation sur ce programme-là. Comme je vous avais dit dans le cadre du plan Marshall, j'avais proposé un gros programme de reconstruction du pays qui consistait à construire 244 villes et villages modernes à travers tout le pays. 244 villes. Villes et villages modernes à travers tout le pays. J'ai même des maquettes qui ont été élaborées là-dessus. Donc, c'est un programme pluriannuel qui prend des milliards de dollars. Donc, les histoires qui sont en train de faire de 145 territoires, je pense que le concept est soutiré de mon plan, mais l'application, ça me pose beaucoup de problèmes. Je ne vois pas ce qu'on va réaliser avec ça, au vu des ressources qu'ils disent sont allouées donc à cela et des mécanismes de mise en œuvre. Je suis habitué à préparer des programmes de développement et à les mettre en œuvre de façon différente que ce que je suis en train de voir. Votre critique sur le travail que fait l'IGF aujourd'hui? L'IGF jette aujourd'hui que Alinguete a donné corps au travail d'inspection générale des finances et je l'ai toujours félicité pour les prouesses qu'il a réalisées jusqu'à présent. Le problème que moi je vois avec le travail de l'IGF, c'est le suivi après que l'IGF ait publié des rapports. Moi, si j'étais chef de l'État dans ce pays, j'aurais cherché à ce que si vous êtes mis en cause par l'IGF, automatiquement vous êtes hors du boulot. On vous met de côté en attendant que vous soyez jugé. C'est ce qui est fait? Oui, mais une fois que les gens sont jugés, on les met en prison et ils sortent de là et ils vont se promener à l'étranger. Ils vont revenir donc après 20 ans. Alors, moi, je crois qu'il faut qu'on soit rigoureux et sérieux dans la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Quelqu'un qui a détourné, qui a été corrompu et qui a été arrêté, jugé, condamné, il doit rester en prison. Les histoires de dès que vous entrez en prison, vous commencez à dire que vous avez mal aux pieds, vous avez mal aux dents, votre dentiste se trouve en Belgique ou en France et qu'on vous donne donc l'occasion d'aller vous promener là-bas. Je crois que ça discrédite le travail de l'IGF. Et à la fin de la journée, on ne réalise pas grand-chose parce que moi, je voudrais voir, depuis que l'IGF a été mis sous la gestion donc, de Jules Alinguete, on a recouvré combien? Il faudrait qu'on sache exactement, on a recouvré combien, mais au-delà de cela aussi, qui a été puni de façon exemplaire pour qu'on dise, voilà, si vous touchez dans les caisses, vous mettez vos mains dans les caisses de l'État, voici les conséquences. Donc, il faudrait que nous puissions, au niveau du pays, au-delà de l'IGF, être rigoureux dans la lutte contre la corruption et la prédation des ressources naturelles. L'accord trouvé entre Dan Gettler et le gouvernement congolais. Ça manque de transparence. Je voudrais voir clair dans cet accord-là. Au lieu d'applaudir, ce qui est étonnant, c'est quoi? Ce sont les mêmes personnes qui étaient impliquées dans les négociations avec Dan Gettler qui applaudissent. Moi, je pense qu'ils devraient publier l'accord, qu'on connaisse le contenu, qu'on connaisse Dan Gettler avait volé combien, avait détourné combien dans les actifs miniers. Et on a recouvré combien? Mais on a retrouvé une part de 3 milliards, c'est ce qu'on nous dit. Mais sur combien? S'il avait volé 100 milliards et on a retrouvé 3 milliards, on a fait un grand travail. Donc il faut qu'on ait des chiffres clairs, qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui a été fait. Pour cela, moi je veux qu'on publie l'accord
et que nous puissions l'analyser. Je connais la capacité de corruption de Dan Kettler. Ah bon? Toute personne avec qui il peut être en contact, il sera corrompu par Dan Kettler. Donc quand je vois cette équipe-là applaudir, se taper sur les épaules, je ne suis pas très satisfait. Je pense que nous devons avoir beaucoup de réserves. Et surtout, que cette équipe se trouve simplement au niveau de la présidence de la République. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Parce que s'il y a scandale à ce niveau-là, c'est le président de la République lui-même qui sera entaché. Très bien. La dernière préoccupation, modification, changement ou révision constitutionnelle. Mandat de 7 ans ou système présidentiel. Je ne suis pas d'accord avec les histoires de mandat de 7 ans. En France, il y avait des septennats avec les François Mitterrand. On a remarqué que après 7 ans, deuxième septennat, 7 ans, 14 ans, c'est trop pour un individu pour diriger donc un pays. Et il y a eu septennat au Sénégal. On a changé de 7 ans à 5 ans. Nous n'allons pas faire l'inverse. Donc, ces idées qui viennent donc pour changer le septennat, le quinquennat au septennat, je ne suis pas d'accord avec. Maintenant, en ce qui concerne la Constitution, elle a été adoptée en 2016. En 2006. En 2006, le 18 février. Nous avons fait 16 ans. Je pense qu'il est temps que nous puissions analyser objectivement est-ce que le pays fonctionne très bien sous cette constitution-là ou pas. Votre regard. S'il y a des choses à modifier pour que nous puissions améliorer les conditions de fonctionnement du pays, autant le faire, mais de façon méthodique, en mettant par exemple en place une commission incluant majorité au pouvoir, opposition, société civile, et qu'on étudie objectivement et qu'on fasse un rapport qui va donner des options, des choses donc à faire. Par exemple, moi je crois que notre constitution a mis en place des structures budgétivores qui coûtent trop cher à l'État et qui rapportent très peu au pays. Par exemple, avons-nous besoin d'un parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat? Moi je pense non. On a besoin donc d'une Assemblée nationale, on peut supprimer le Sénat, épargner beaucoup d'argent. Est-ce que nous avons besoin des assemblées provinciales? Les assemblées provinciales servent à quoi? À destituer les gouverneurs, à créer l'instabilité au niveau de l'administration publique. Et je pense qu'il faut supprimer ces histoires-là. Et est-ce que nous avons besoin d'un gouvernement budgétivore de 45-50 ministres et chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, on recommence à zéro, on refait une autre structure gouvernementale? Est-ce qu'il ne faut pas adopter au niveau même de la Constitution une structure gouvernementale qui va rester figée? Par exemple, 20 ministères au maximum, mais qui seront bien équipés, qui seront bien logés dans des bâtiments administratifs nouvellement construits et consorts. Donc, il y a toute une série d'innovations que nous pouvons introduire. Est-ce qu'il y a des institutions telles que la on appelle comment? L'institution de Olengango, ça sert à quoi? Je ne sais pas à quoi ça sert. On paye des gens comme ça éternellement pour faire quoi? Donc, nous devons mener cette réflexion au niveau des réformes institutionnelles à mener, et si certaines institutions peuvent être supprimées à partir de la Constitution, il faut qu'on le fasse de façon transparente. Donc, moi, je suis ouvert à la réflexion sur la modification de la Constitution. On peut prendre ce que nous avons, améliorer cela pour que le pays puisse fonctionner mieux, pour que l'administration publique fonctionne mieux, pour que l'État de droit fonctionne mieux, ainsi de suite. Régime présidentiel ou semi-présidentiel? C'est très important là. Il y a par exemple un certain nombre de choses que je pense qu'il faudrait que nous puissions regarder. Je pense que le téléphone a un peu distrait. Est-ce qu'on doit quitter le régime présidentiel, semi-présidentiel pour le régime présidentiel? On veut qu'on donne au président un pouvoir et des attributions un peu conséquentes pour bien gérer le pays. Je voudrais laisser cette discussion-là pour plus tard. Et peut-être laisser cela aux constitutionnalistes qui doivent examiner les avantages du système actuel par rapport au système présidentiel pour déterminer qu'est-ce qui est mieux pour le pays. Très bien. Merci. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le professeur Dr Noël Tchani, à qui nous accordons bien sûr une dernière parole pour aujourd'hui, pour qu'il lance bien sûr son message à l'intention d'abord des députés nationaux, sénateurs et peuple congolais. Vous avez le temps, professeur.
À l'occasion de la rentrée parlementaire de mars 2022, je voudrais faire appel à nos députés nationaux, aux sénateurs, pour qu'ils puissent réaliser que l'avenir de ce pays se trouve dans leurs mains. Cette session, c'est une session de tous les enjeux. Il ne faut pas que vous puissiez vous faire intimider par qui que ce soit. Il n'y a personne d'entre nous qui doit vous intimider. Vous êtes les véritables représentants du peuple congolais. D'où toute proposition de loi qui pourra être mise sur l'agenda de l'Assemblée nationale, il faut en discuter de façon civilisée, pacifique, que chacun donne ses arguments pour ou contre et que vous puissiez procéder au vote. Dans ce cadre-là, j'attire votre attention sur la nécessité de renforcer davantage la protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Il y a plusieurs mécanismes pour y arriver, mais je pense que celle que je propose, à travers la loi Tchani, du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, je considère que cette proposition est très importante. Je vous invite à en discuter, à en débattre de façon claire et transparente, de façon civilisée, et à voter, en bonne âme et conscience pour que notre pays soit encore plus sécurisé que nous sommes aujourd'hui. Donc nous comptons sur vous et je vous souhaite bonne chance pendant cette session parlementaire. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki.